Mesdames et messieurs, bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur consacré au nouveau programme prioritaire de généralisation à l'accès aux services nécessaires au développement local. Un programme d'envergure nationale lancé sur instruction de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Quel est l'objectif de ce programme? Que change-t-il pour les citoyens? Quels résultats peut-on attendre à court et moyen terme? Pour répondre à nos questions, nous recevons ce soir, à ma gauche, M. Mohamed Lemine Rakani, chargé de mission au Premier ministre. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche, ou plutôt à ma droite, Mme Mahjouba Habib, conseillère du Premier ministre, chargée du suivi et évaluation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, content d'être avec vous. Merci. Alors pour commencer déjà, pouvez-vous, M. Rakani, pouvez-vous nous expliquer les grandes lignes de ce programme? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation, l'honneur que vous nous faites. Et je suis très ravi d'être ici ce soir pour discuter de ce programme. Un programme très important d'amélioration de l'accès des citoyens dans toutes nos wilayas aux services essentiels. Donc il s'agit d'un programme dont l'objectif est d'améliorer l'accès des citoyens dans toutes les wilayas. Donc je voudrais ici juste préciser que le programme qui sera discuté ce soir va couvrir 11 régions. Mais nous avons déjà le programme de Nouakchott qui a été lancé et bientôt aussi celui de Maribou qui est en cours de préparation. Donc ça va couvrir toutes les régions du pays. Donc l'objectif est d'améliorer l'accès des citoyens dans toutes les wilayas du pays aux services essentiels tout en valorisant nos ressources et nos atouts économiques. Donc c'est un programme, comme vous l'avez dit, il a été élaboré par le gouvernement sur l'instruction de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et c'est dans le cadre aussi de la mise en œuvre de son programme électoral, Mon ambition pour la patrie. Donc ce programme vise aussi, disons, comme objectif stratégique, c'est d'enclencher une transformation économique et sociale profonde et durable en s'attaquant au blocage structurel qui freine le développement de nos régions. Et donc c'est un programme qui constitue une réponse intégrée et ambitieuse aux besoins fondamentaux de nos populations, avec une approche équilibrée entre développement des infrastructures, renforcement des services de base et dynamisation du tissu économique local. Donc il s'articule autour d'un certain nombre d'axes. L'éducation, avec la construction de plus de 6000, je ne sais pas si je peux donner l'occasion à Mahjouba de faire une présentation. On va lui donner l'occasion de détailler peut-être. Voilà. Donc pour l'éducation, la construction de plus de 6000 salles de classe et la réhabilitation de plus de 500 autres. Pour la santé, un vaste plan de construction et de réhabilitation d'infrastructures sanitaires, y compris des hôpitaux, des centres de santé, des postes de santé, mais aussi l'acquisition d'ambulances. Troisième volet, c'est l'accès à l'eau potable grâce à des centaines de forages, adduction, infrastructures de stockage et distribution d'eau. L'électricité avec l'électrification de nombreuses localités rurales et l'extension du réseau existant. Le désenclavement des régions avec 2 programmes de plusieurs centaines de millions de nouveaux oubliats pour ouvrir les zones prioritaires. Le soutien aux activités productives, notamment dans l'agriculture, l'élevage, et misant sur des avantages comparatifs de chaque région, chaque wilaya. Et enfin, le volet aussi tout aussi important, qui est l'insertion des jeunes à travers des formations, subventions, financement de projets et équipement de maisons de jeunes. Donc le budget global du programme est estimé à 26 milliards MRU, donc nouveaux oubliats, ce qui fait 260 milliards des anciens oubliats, dont une partie est déjà en cours d'exécution. Voilà de façon assez résumée le programme tel qu'il a été approuvé par un conseil des ministres. Monsieur Mohamed Lemine, d'ailleurs, avant de détailler, avant de rentrer dans les axes, selon vous, ou vous, Madame Mahjouba, en quoi ce programme diffère-t-il des initiatives précédentes?
dans le domaine du développement local, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Je ne vais pas commencer par cette question. Je vais revenir sur le contexte. Globalement, comme Mohamed Lamine est revenu sur un certain nombre de chiffres, je ne vais pas revenir dessus, mais quand même, je vais revenir sur le montant global. Le montant global du programme, on est à 26 milliards. C'est très important, mais je veux détailler que c'est divisé en 3 volets. Le premier volet, c'est ce qui est déjà en cours. Donc, on a 7 milliards qui sont déjà en cours, donc 70 milliards ancienne monnaie. On a 11 milliards qui seront exécutés entre 2025 et 2026. Puis on a un glissement pour 2026-2027 avec 8 milliards pour l'instant. Ces 8 milliards-là pourront augmenter bien sûr par la suite, à la suite d'une actualisation des interventions. D'accord, donc globalement, c'est ça le budget global pour le programme. La philosophie du programme, d'où est venue l'idée? En fait, l'idée est venue suite à la campagne électorale. Le président de la République a rencontré les Mauritaniens partout dans toutes les wilayas. Et puis, toutes les doléances ont été notées. Suite à son élection, donc dans le cadre de l'exécution de son programme en ambition pour la patrie, il a demandé au gouvernement à ce qu'il revienne dans les wilayas et qu'il discute avec tous les Mauritaniens. Donc qu'ils aient été avec ou de l'opposition ou de tout bord politique. Il a discuté avec tout le monde et donc les ministres sont revenus avec les doléances des populations. Donc c'est important que les gens qui nous regardent ce soir comprennent en fait la philosophie du programme et d'où est-ce que ça vient. Donc on parle ici de planification avec une approche participative. Donc c'est une planification participative. Donc au lieu que les sectoriels s'assoient et réfléchissent à des programmes à l'intérieur de leur bureau, aujourd'hui on part voir le bénéficiaire et on lui demande de quoi il a besoin réellement. D'accord. Donc l'idée c'est ça, c'était d'aller voir les gens chez eux pour savoir ce dont ils ont besoin et de revenir ici à Nouakchott pour préparer un programme. On est revenu avec plus de 7000 interventions aujourd'hui, mais on est revenu avec énormément d'espoir et d'attente de tous les Mauritaniens. Donc la méthodologie qui a été adoptée pour sortir avec ce programme-là, c'est de voir avec les sectoriels ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Les doléances, la majorité des doléances concernent la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage, la jeunesse, le désenclavement bien sûr, et l'autre composante c'était l'électricité bien sûr et l'accès. Donc globalement c'était ça les principaux secteurs. Donc avec les sectoriels, il y a eu une commission technique au niveau de la primature, on a travaillé avec les sectoriels pour sortir avec ces composantes, des composantes que vous avez vues et je vais citer les montants des composantes. Donc pour la première composante qui est la santé, on est à 80 millions, donc 80 millions de MRO. On est à 75 millions MRO pour l'éducation, 40 millions pour l'énergie, 26 millions pour l'accès à l'eau potable, 15 millions pour l'agriculture, 15 millions pour le désenclavement et 9 milliards pour... je parle que des milliards, c'était 26 milliards, 15 milliards, 9 milliards pour la jeunesse et 2 milliards pour l'élevage. Donc globalement, c'est ça la répartition des montants. Le développement local, pourquoi on parle de développement local? Parce qu'il y a beaucoup d'autres programmes, parce que le gouvernement continue à travailler, il y a des projets structurants, il y a des stratégies sectorielles, il y a la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Donc tous ces programmes-là continuent et toutes ces stratégies-là continuent. Mais en plus de ça, on a remarqué que le développement local et la décentralisation n'arrivent toujours pas à se déclencher correctement ou en tout cas à avoir un impact sur la vie des gens. Donc ce programme vient justement cibler cette partie-là en fait du développement, donc le développement local. Et la particularité par rapport aux autres initiatives, c'est que cette fois-ci, en fait, c'est une approche globale qui a concerné presque 11 wilayas sur les 15. Et en plus, Nouakchott a déjà un programme, comme l'a dit Mohamed Lamine, Ouadhibou va en avoir un. Donc c'est vraiment le côté généralisation et aussi l'envergure des enveloppes qui sont allouées, parce qu'on a des projets qui intervenaient par-ci par-là, mais là c'est vraiment quelque chose d'énorme, parce que quand on parle de 6640 salles de classe, c'est pas peu. Et on parle aussi de 70 centres de santé, près de postes de santé, une cinquantaine de centres de santé, 300 barrages, c'est énorme, 300, pas barrages, mais forages pour l'accès à l'eau potable. Vous avez une cinquantaine de barrages, etc. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont importants. Donc l'initiative est importante. L'approche, bien sûr, qui est particulière, participative, les ministres sont partis chez eux. D'habitude, on a des ateliers, mais pas à ce niveau-là. Donc vous avez des ateliers qui sont au plus haut niveau, présidés par les ministres eux-mêmes, avec les walis, etc. Vous avez aussi un programme qui est préparé par des Mauritaniens, donc il n'y a pas eu d'expertise étrangère qui est venue aider à l'élaboration du programme. Vous avez une coordination au plus haut niveau de la primature, avec une surveillance très rapprochée de son Excellence le Président de la République. Donc toutes ces choses-là font que le programme est un programme particulier, un programme spécial, et aussi la durée, parce qu'on n'a pas parlé de la durée, il va être exécuté en 30 mois.
Donc 30 mois, c'est quelque chose, c'est pas long, c'est quelque chose de... Donc l'accélération de ce qui est en cours, l'exécution de nouvelles interventions, toutes ces choses-là vont faire en sorte que le programme aboutisse rapidement à des résultats et que les Mauritaniens puissent voir des changements dans leur vie de tous les jours. Globalement, c'était ça ma réponse à votre question. D'accord. Je pense que dans votre intervention, vous soulignez que les citoyens ont été un peu mis dans la contribution, dans la préparation et tout, pour savoir qu'est-ce que les citoyens en ont besoin. Peut-être que c'est ça la différence. Ouais. C'est la principale différence, c'est que pas seulement les citoyens, mais les acteurs locaux, la société civile, les élus, tout le monde a participé. Et donc, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que l'approche était participative, elle était aussi transparente, elle a été diffusée à la télévision. Ici, je crois que vous avez pu diffuser certaines discussions et échanges. Il y a vraiment eu énormément de contributions. Et puis, le deuxième côté, c'est qu'il n'y a vraiment pas eu de censure. On a étudié toutes les doléances et le seul filtre qu'il y a eu, c'est la faisabilité technique ou les ressources disponibles. Donc globalement, c'était ça. Mais sinon, c'était extrêmement pertinent et je pense que les gens sont le mieux passés pour savoir ce dont ils ont réellement besoin. Alors, Mohamed Lamine, nous revenons vers vous. Parlons de l'éducation, premier axe que nous allons aborder. Mais je voudrais quand même, avant de juste ajuster, insister sur un point essentiel. Je crois que Mahjoub l'a développé, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin. Allez-y. Ce qui distingue ce programme, c'est l'approche, c'est la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'approche participative, mais en termes d'allocation des ressources, si la planification est faite au niveau central, on n'est pas sûr d'avoir l'impact recherché. Et donc, ce n'est pas une bonne utilisation des ressources. Donc, en associant les populations, les élus, les acteurs locaux, en les associant dans la formulation des programmes, nous maximisons donc la chance d'avoir une utilisation des ressources qui correspond aux besoins et donc un impact plus grand et une meilleure gestion des ressources publiques. Donc ça c'est un volet très important et je crois aussi que la spécificité de ce programme, c'est qu'à la fois l'accès aux services en tant que droit, c'est-à-dire comme droit humain, l'accès à l'eau, à l'électricité, c'est un droit humain. Et d'ailleurs, dans notre stratégie, la stratégie nationale du droit de l'homme, le droit économique est présent. Et donc l'accès à l'eau, l'éducation, etc. Mais également l'accès à ces services, la disponibilité de ces services pour l'activité économique. Parce que si vous avez une population bien éduquée, c'est bon pour l'économie. Si vous avez une population en bonne santé, c'est bon pour l'économie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cet aspect humain, droit de l'homme, et cette dimension aussi économique. Donc cette attention qui est là pour nos populations. Et donc je crois que c'est cette philosophie-là, c'est cette approche nouvelle qui fait entre autres la spécificité de ce programme. D'ailleurs, nous avons vu que des missions ministérielles ont été envoyées dans chaque wilaya. Peut-être c'est grâce à cette enquête, je dirais, qu'il y a eu le besoin de plus de la création ou la construction de plus de 6000 salles de classe, je dirais. Tout à fait, parce que le déplacement donc a permis d'avoir une meilleure qualité de la planification. Parce que la décision se prend au niveau central, les bénéficiaires sont au niveau décentralisé, et si les besoins ne viennent pas de la base, on n'est pas sûr de satisfaire les besoins, et donc on n'est pas sûr de prendre en compte les priorités. Donc voilà, c'était un peu juste ce que je voulais dire. Je crois que d'ailleurs, restons toujours dans l'aspect éducation. Alors, les critères de répartition par région, comment on peut clarifier cela? Bon, comme vous voulez. Donc, d'accord, par rapport à l'éducation, en fait, je vais vous répondre, mais juste, je voulais dire quand même qu'on part d'une situation qui est difficile en Mauritanie. Il ne faut pas qu'on se voile la face et qu'on dise que tout va bien. Aujourd'hui, certains indicateurs sont encore bas. Si on parle par exemple de la couverture sanitaire, si on parle de la mortalité maternelle et infantile, malgré les efforts qu'il y a eu et malgré le fait que le taux a baissé, le chiffre quand même reste élevé par rapport à la sous-région. L'accès à l'eau potable, c'est la même chose. L'accès à l'énergie, à l'électricité. C'est peut-être difficile pour des gens qui habitent à Nouakchott de ressentir ces choses-là, mais là, aujourd'hui, on sait que la pauvreté, en Mauritanie, elle est rurale, elle concerne les femmes, elle concerne les jeunes, et ces gens-là sont à l'intérieur du pays. Il faut qu'aujourd'hui, un programme cible ces gens-là. Sinon, on ne peut pas espérer avoir de meilleurs chiffres, en tout cas pour la lutte contre la pauvreté, qui est notre souci à tous. Donc, c'est vraiment, il faut qu'au-delà de ces chiffres-là,
au-delà de ce qu'on est en train de dire, des composantes, de comment on l'a fait, etc. C'est vraiment la Mauritanienne qui est assise dans un contrée lointain, dans un village. Et c'est sa vie qui va changer. C'est le fait qu'elle ait de l'électricité, qu'elle puisse chauffer des aliments, qu'elle puisse avoir un frigo pour mettre des légumes, qu'elle puisse amener son fils à l'école. C'est tous ces aspects-là. Il ne faut pas voir juste un programme qu'on est en train de faire. Il faut voir en fait la finalité de ce programme-là et l'impact qu'il va avoir. Je sais que les gens ils trouvent plus intéressant de parler de projets, de grands projets structurants, etc. Mais ce programme-là est extrêmement intéressant dans le sens où l'impact va se sentir très rapidement. Donc, par exemple, là, on parle d'un lancement prévu en mai 2025. Donc, dès le lancement, on aura des marchés qui vont être lancés, des entreprises qui vont gagner ces marchés-là, et directement, on aura des infrastructures qui vont être construites. Donc, vous n'avez pas d'études de faisabilité, vous n'avez pas de grandes phases de préparation, etc. Donc, vous allez avoir directement un centre de santé qui sera construit, et rapidement, le ministère va envoyer les équipes, etc. Et ensuite, vous allez avoir une école, vous allez avoir un forage, et donc rapidement, vous allez avoir de l'eau. Et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on pourra voir directement l'impact sur les populations. Donc ça, c'est pour dire qu'en fait, on parle de quelque chose de concret. On parle de quelque chose de très concret. On est loin des stratégies qui sont faites et qui sont pliées et rangées dans des tiroirs. On parle vraiment de quelque chose de très concret, de très pragmatique, qui va à l'essentiel. Et la meilleure manière en fait d'aller à l'essentiel, c'est d'aller voir une personne et de lui demander de quoi avez-vous réellement besoin. Donc ça, c'était... La deuxième chose, c'est qu'on doit renforcer la résilience de notre pays. On a vu qu'il y a eu quelques chocs ces dernières années et que vraiment les personnes qui souffrent le plus, ce sont les couches vulnérables, les gens qui n'ont pas accès à des soins de proximité, qui n'ont pas accès qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui n'ont pas d'emploi, etc. Donc c'est ces gens-là qu'on doit aller chercher, qu'on doit cibler et qu'on doit aider. Donc ce programme, il vise un peu à se tourner vers ces gens-là et à leur donner des solutions et à améliorer leur résilience. Par rapport à la répartition sur l'éducation. Non, pas de l'éducation, c'est ça? Oui, c'était ça. Pour l'éducation, pour la partie éducation. Donc ça, il faut comprendre la méthodologie qu'on a utilisée. Donc quand on a eu les doléances qui sont arrivées, je vous ai parlé de presque, je sais pas, je me rappelle, c'était 7000 lignes de doléances, de demandes. Il y a eu énormément de demandes, des gens qui veulent des choses qui ne peuvent même pas être réalisées, des choses qui ne sont pas faisables, tout ce qu'ils ont espéré, ils l'ont mis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait chaud au cœur de sentir cette confiance entre les populations et le gouvernement et cet espoir qu'ils ont en notre gouvernement aujourd'hui. Et ils pensent qu'ils ont un grand espoir. Et ça met encore plus une responsabilité sur les personnes qui ont élaboré le programme et les personnes qui vont l'exécuter. Et donc, on va parler du secteur privé plus tard qui va exécuter. Et on parlera aussi de comment éviter les retards, etc. Donc aujourd'hui, nous, au niveau de la primature et sur instruction de son président de la République, on a une énorme responsabilité devant nous, dans la préparation et aujourd'hui dans l'exécution. Donc toutes les doléances, chaque doléance, on voyait la personne qui est derrière, la personne qui a demandé ça. Et donc, on a vraiment enlevé que les choses qui ne sont pas faisables techniquement ou pour lesquelles il y a un projet qui va venir très rapidement résoudre le problème. Donc une fois que vous avez toutes les doléances qui arrivent de toutes les wilayas, on les a séparées en composantes. Donc, vous avez toutes les doléances qui concernent l'éducation à part, la santé à part, etc. Et donc, toutes les doléances de l'éducation ont été envoyées au ministère de l'Éducation. Donc, qui s'est assis et qui a comparé ces doléances-là à la carte scolaire. Donc, vous avez une carte scolaire, donc un endroit où il y a déjà une école où on ne peut pas avoir d'école. Donc, il est clair qu'on ne peut pas faire cette école-là. Mais très souvent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié en fait tout ce qui est regroupement. Donc, je ne sais pas si on a combien, 7 ou 11 regroupements qui vont être faits dans le cadre de ce programme. Donc, pour tous ces regroupements-là, et je le dis ce soir, et vraiment je suis très contente de le dire, c'est que toutes les interventions, les premières interventions qui vont avoir lieu dans ce programme seront faites chez ces gens-là, donc dans ces regroupements-là, pour encourager cette politique-là. Parce qu'aujourd'hui, avec des ressources limitées et un territoire aussi dense, aussi étendu que celui de la Mauritanie, on n'a pas les moyens d'aller partout et de faire des écoles partout, de faire des infrastructures partout. Donc, c'est très important que les gens comprennent ça et nous aident à en fait faire plus de regroupements pour pouvoir leur donner les services et les infrastructures dont ils ont besoin. Donc la première chose, c'est qu'on privilégie les regroupements. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il est inacceptable qu'on ait des gens qui étudient dans des endroits qui ne sont pas dignes ou pas à la hauteur. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des petites baraques ou des petites choses dans lesquelles qu'on voit à la télé malheureusement. Et donc c'est ces choses-là qu'on veut d'abord, on commence par ça, donc on détruit ces petits habitats ou je ne sais pas comment on appelle ça, et puis on construit des classes dignes où les élèves pourront étudier. Donc ça, c'est la deuxième priorité. Et ensuite, c'est la carte sanitaire. Donc on compare avec Malheureusement, c'est le constat, et on ne peut pas se le cacher, il y a des endroits où il y a énormément d'écoles dont ils n'ont pas forcément besoin, et d'autres endroits reculés où vous avez des populations, vous avez un besoin qui est criant, et où on n'a pas assez d'infrastructures. Donc c'est ça aussi la nouveauté aujourd'hui de ce programme. Vous n'avez pas besoin de connaître
tel député ou de connaître tel responsable pour accéder à votre droit. Donc le président de la République a donné des instructions très claires, il faut aller voir ces gens-là. On doit arrêter cette inégalité-là. Et on doit travailler en faveur de plus d'équité dans l'accès aux ressources, l'accès au financement, parce que normalement nous sommes égaux devant toutes ces choses-là. Donc plus d'équité, donc il faut voir ce côté-là, d'équité, parce que nous on est allé chercher les gens. Donc on n'a pas attendu à ce qu'ils viennent parce que certains ne pourront pas venir, ils ne connaissent personne, ils n'ont pas les moyens de venir. Donc c'est ce côté-là, donc tous ces aspects-là ont fait en sorte qu'on est sorti avec des composantes. Et donc l'éducation arrive en deuxième position. Les demandes sur l'éducation sont énormes et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas réussir cette réforme-là si on n'a pas des infrastructures où les élèves vont étudier. Avant de vous redonner la parole, sinon vous allez ajouter quelque chose? Non, c'est l'éducation parce que je n'ai pas répondu. Oui, avant de en fait, la fenêtre d'éducation. Voilà, pour l'éducation, c'est un volet important du programme parce que vous avez 6000 classes. C'est un volet très important. Donc la question des critères, parce que c'était ça votre question, la question des critères de répartition, vous avez parlé de répartition par région. En fait, est-ce qu'il y a une répartition par région? En fait, il y a une expression de besoins et qui a abouti à ces chiffres-là. Donc ça n'a pas, c'est-à-dire que les 7000, les 6000 classes n'ont pas été réparties, sont venus des besoins exprimés. Mais les besoins retenus, c'est la base des critères. Donc je vais répondre à la question des critères. Donc vous avez essentiellement 4 critères. D'abord, c'est le taux de scolarisation et le nombre d'enfants non scolarisés dans chaque localité. Donc ça, c'est un critère à prendre en considération. Le deuxième critère, c'est l'état des infrastructures existantes, en fonction de la situation de départ en termes d'infrastructures. Surtout les salles précaires ou en ruine. Ça, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup à l'intérieur. La croissance démographique, c'est-à-dire les perspectives d'évolution dans chaque région, dans chaque localité, de la population scolaire. Et enfin aussi les inégalités régionales, parce qu'il y a des régions mieux dotées que d'autres. Donc là où les critères ont été pris en considération pour l'élaboration du programme, je crois que Mahjoub est revenu sur les modalités pratiques. Comment ça a été fait le processus, mais c'est pour répondre à votre question. C'est justement pour prendre en considération des écoles qui sont dans des classes qui ne sont pas adéquates. Exactement. Alors, parlons de la santé. La couverture sanitaire doit être renforcée. Alors, Mahjouba l'avait dit. De répondre cette fois. Non, pas de souci. Mahjouba l'avait dit dans ses propos qu'il ne faut pas construire des classes quand il n'y a pas plus d'élèves qui ont le besoin. Alors, côté santé aussi, si on construit des hôpitaux, est-ce que les personnels, les équipements, ça aussi on y pense? Ce volet, cet aspect est pris en compte. C'est que il ne sert à rien d'avoir une infrastructure sanitaire, parce que l'objectif c'est d'avoir une fonctionnalité, c'est-à-dire des soins qui sont des prestations de soins. Et la prestation, l'infrastructure, elle aide, mais ce n'est pas l'infrastructure qui va le faire. Donc il faut du personnel et il faut des équipements. Et donc il y a une planification qui est faite au niveau du ministère de la Santé pour faire en sorte que dès qu'une infrastructure et le volet construction est terminé, immédiatement l'équipement et le pourvoi en personnel. Bon, pour certaines déjà, pour certaines structures, le personnel est déjà là parce que c'est une réhabilitation. C'est une réhabilitation, donc le personnel est déjà là. Et donc, mais en tout cas, cet aspect de fonctionnalité est extrêmement important parce qu'il ne sert à rien de construire si l'infrastructure ne peut pas, si elle n'est pas fonctionnelle. Donc voilà à peu près. Et également, il y a un volet très important, c'est aussi la maintenance. Parce que cet aspect-là est très important, qui a été toujours passé sous silence, qui explique un peu aussi l'état de délabrement de certaines infrastructures, de certains équipements aussi, c'est qu'il faut aussi le volet maintenance. Je crois que le ministère de la Santé est donc bien conscient de cela et les dispositions seront prises pour éviter d'être dans une situation où nous avons des structures, des constructions, parfois même avec des équipements, mais qui ne sont pas fonctionnels. Très intéressant ce que vous dites d'ailleurs. Mahjouba, est-ce que vous avez à dire? Par rapport à la santé, par rapport à la santé, non, j'aimerais juste dire que tout comme l'éducation, en fait, on a une carte sanitaire et on a des critères qui sont très précis. Il y a un rayon dans lequel vous devez avoir une infrastructure. Il y a la population aussi qui conditionne. Il y a aussi les types de maladies qui sont dans cette région, etc. Et vous avez un minimum d'hôpitaux départementaux que nous devons avoir, un minimum de centres de santé, etc. Donc la discussion qu'on a eue avec les sectoriels, c'est par rapport à ces choses-là. Donc on avait des régions effectivement qui étaient trop même
l'outil, d'autres beaucoup moins. Donc c'est un peu on essaie en fait de retrouver en fait une situation normale et puis surtout de combler le gap qu'on a en infrastructure. Donc globalement c'était ça la principale chose. La deuxième, ce sont les ambulances. On a eu énormément de demandes sur des ambulances. Et donc je crois que la majorité, si ce n'est la totalité, a été accordée. Donc que ce soit en 2025-2026 pour une 90 ambulances et puis le reste dans la deuxième période qui est 2026-2027. Donc globalement c'était ça. Il y a eu énormément de demandes sur de l'équipement. Donc des radios, des chaises dentaires, etc. Donc je ne vais pas aller dans les détails. On a eu pas mal, ça a été accordé également. On a eu des demandes sur le personnel, des demandes très précises, sur des sages-femmes par exemple, sur des services de réanimation, des choses comme ça. Et ça a été accordé. Donc pour le volet équipement, on est très content d'annoncer ce soir que ça sera vraiment très bien couvert. Également pour le côté ressources humaines. Pour le côté infrastructure, un peu moins parce qu'on a déjà une carte sanitaire, mais quand même, ça a été optimisé. Ça, c'est pour le côté santé. C'est une bonne nouvelle. Alors, pour l'eau potable, l'accès à l'eau potable, nous savons que ça reste un problème pour certaines localités. Alors, quelle est votre stratégie pour assurer déjà un service durable et bien entretenu? Ok, très bien. Donc, pour l'accès à l'eau potable, c'est quelque chose de vital déjà. C'est de vital. Et je pense que c'est la priorité pour tous les Mauritaniens, même avant l'électricité, je dirais. Donc, c'est aussi important que la santé et l'éducation. Et aujourd'hui, en fait, il y a des projets structurants en Mauritanie. Ça, c'est très important. J'aimerais que les Mauritaniens qui nous écoutent ce soir se rendent compte que le programme dont on parle, c'est du développement local. Il y a d'autres projets, très grands projets. Vous avez l'alimentation de la ville de Kifa à partir du fleuve, qui est en train d'être exécuté. Vous avez Aftout Sahel et son extension. On va passer de 100 000 m3 par jour à 250 000 m3 par jour. Ça, c'est une nouvelle extrêmement importante. Et il faut que tout le monde soit au courant, parce qu'on était à une situation, il y a même pas 1 an ou 2 ans, très critique. On n'arrivait plus à couvrir le besoin de Nouakchott. Vous avez Edini aussi qui a été renforcé, vous avez Boulou Noir qui a été renforcé. Donc, le Dhar aussi, il ne faut pas que j'oublie, le Dhar aussi, on va ajouter, en fait, on passe de 12 000 à 17 000. Donc, c'est énorme. Il y a trop de projets, Inch'Allah, qui sont en train d'être faits. Il faut le dire, et quand quelque chose marche bien, il faut aussi le dire. C'est la réalité. Mais ces projets-là prennent du temps, et prennent des ressources. Et donc, pour ne pas attendre jusqu'à ce que tous ces projets-là soient mis en place, on a pensé à faire des solutions pour les populations locales. Donc, ces solutions-là passent par des forages, donc un ensemble de forages. Donc, il y a des constructions de forages. On a 300 forages dans la première phase, ce qui est énorme. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la société de forage, la société publique de forage, aujourd'hui, son rendement s'est amélioré. Elle faisait 4 forages, je crois, par mois. On est passé à une vingtaine de forages par mois. Donc, ils pourront exécuter. Ça, c'est très important. Et donc, la construction de forages, ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est l'équipement de forage existant ou la réhabilitation. On avait pas mal de forages qui sont délaissés et pour lesquels les gens... Et donc, ça, c'est le deuxième. Ensuite, vous avez tout ce qui est extension de réseau, raccordement à des points d'eau existants, extrêmement important également. Vous avez le traitement de l'eau dans certaines zones, vous avez des citernes, etc. Donc il y a pas mal d'interventions, mais qui visent en fait à permettre à des populations bien précises, locales, d'accéder à l'eau potable très rapidement, moyennant une petite intervention qui peut se faire rapidement. Donc globalement, c'est ça la stratégie pour l'accès à l'eau potable. D'accord. En fait, par rapport à l'eau, je voudrais ajouter ceci. En fait, de façon un peu... Je pense que il y a un renforcement des infrastructures, comme il a dit, donc aussi bien les infrastructures de proximité. Il y a 917 forages pour tous les programmes. Globalement. Et des puits modernes. L'équipement de 101 forages, donc la réalisation de 917 forages, l'équipement de 101 forages et la construction de 81 châteaux d'eau. Et l'installation des systèmes d'adduction dans plus de 1200 localités. 100 localités. Alors, ça, c'est pour élargir la couverture. La couverture et rapprocher aussi les services. Parce que il a parlé des grands projets, il y a des très grands projets. Le projet Aftout, extension Aftout, l'alimentation Kifa, Nouakchott déjà qui a été lancé. Mouadibou déjà, il y a eu déjà le traitement de l'eau de mer. Dessalement, plus aussi l'autre projet, le Boulou Noir. Donc ça, c'est des grands projets, mais ils ne sont pas dans ce programme. Parce que dans ce programme, on est un peu sur le renforcement des infrastructures qui rendent le service plus proche et qui répondent à des besoins assez spécifiques de zones isolées. Maintenant, il ne suffit pas de construire. Il faut aussi maintenir. Parce que ça, c'est l'un des plus grands reproches qu'on peut faire
dans certaines situations, c'est que les infrastructures sont là, mais faute de maintenance, on n'a pas la durabilité. Donc ça, ce volet est pris en compte pour faire un entretien régulier. Et pour maintenir aussi les infrastructures, il faudra que les populations elles-mêmes soient impliquées. Donc il faut une approche participative et communautaire dans la gestion de ces ouvrages. Et c'est ce qui est aussi, ce sont des mesures d'accompagnement. Donc pour qu'il y ait l'appropriation va permettre d'assurer une durabilité plus grande de l'infrastructure. Et de façon beaucoup plus globale, stratégique, il faut qu'il y ait aussi une gestion intégrée des ressources hydriques. Parce que nous avons plusieurs sources. Nous avons des ressources renouvelables et nous avons des ressources stratégiques qui ne se renouvellent pas. Et donc, il faudra assurer la pérennité du service, donc en ayant une très bonne connaissance de notre potentiel hydrique et aussi en renforçant la gouvernance locale, mais aussi une gestion responsable de l'eau. Parce que dans certaines localités, c'est une denrée rare et n'est pas renouvelable. Il faudra qu'il y ait une gestion responsable de ces ressources. Donc l'eau est un élément essentiel pour les populations, mais c'est aussi essentiel pour l'activité économique. Donc effectivement, on va parler de l'agriculture. Donc il y a des activités qui demandent de l'eau. L'élevage aussi, il faut de l'eau. Donc c'est un usage humain pour les populations, mais c'est aussi un usage essentiel pour l'activité économique. Et n'oublions pas que ce programme, c'est aussi pour développer le potentiel économique des régions. On doit comprendre aussi que ce programme ne vient pas en remplacement aux autres programmes. Il vient compléter. Donc c'est un programme qui vient compléter parce que, comme l'a dit Mahjouba, donc le président de la République, donc lors aussi de la campagne électorale, donc il a pris connaissance d'un certain nombre de difficultés auxquelles font faire face les populations. Et donc pour corriger ce déséquilibre, parce que nous avons de très grands projets, et pour assurer une meilleure couverture de ces services essentiels, donc ce programme a été mis en place, y compris pour le volet eau dont on vient de parler. Mais il y a d'autres projets qui sont très importants, des projets de grande envergure au niveau national, qui vont renforcer la couverture, le taux de couverture en eau. Comme d'ailleurs l'électricité que nous allons aborder tout de suite, parce que nous savons que c'est annoncé l'électrification des 179 localités. Tout à fait. Alors, peut-on inspirer des solutions mixtes, notamment à base d'énergie solaire pour les zones isolées? Bon, nous avons ici, donc vous l'avez dit, il y a 179 localités qui sont prévues dans le programme. Bon, dans ces 179 localités, bon, à chaque fois qu'il y a possibilité de faire le mix, il est fait. Je crois qu'au niveau du ministère, ils ont déjà des approches. Et en fonction de la situation, donc il y a tel type de solution technologique qui est choisie. Donc à chaque fois qu'il y a possibilité de faire les mix, on le fait, mais il y a des situations où on ne le fait pas. Donc c'est en fonction de, bon, parfois, donc la stratégie elle repose sur trois volets. C'est le déploiement des mini-centrales solaires hybrides, donc solaire plus groupe de secours adapté aux besoins. Là, je parle, bien sûr, je ne suis pas spécialiste, mais c'est des grandes lignes. La priorité à l'autonomie énergétique, c'est-à-dire que les villages avec des systèmes solaires décentralisés capables de couvrir les besoins de base, l'éclairage, la réfrigération médicale, les petites activités économiques, etc. Et puis l'entretien local, il faudra aussi, comme je dis, comme pour les infrastructures en matière d'eau, pour la pérennisation, pour rendre durable cette infrastructure, il faudra que la maintenance soit aussi une appropriation par les communautés. Donc, il y a le volet mix est pris en compte quand c'est une solution qui est viable. Voilà. Alors, Mahjouba, c'est quoi cette solution? Par rapport à l'électricité. Globalement, sur l'électricité, je dirais que tout comme l'hydraulique, on a une stratégie pour le secteur. On a une transition énergétique qu'ils essayent de faire, tant bien que mal. On a un indicateur du mix énergétique qui est en train de s'améliorer normalement. Mais on avait depuis un moment une difficulté ou un déficit de production. Donc c'est ce qu'on est en train de rattraper. Donc il y a des extensions de centrales qui sont en train d'être faites pour rattraper cela. Il y a de grands projets qui sont en cours.
Donc vous avez la centrale de Ndjago, vous avez pas mal d'autres projets qui sont en cours, vous avez des centrales solaires qui vont être, des parcs solaires qui vont être faits. Tout ça, c'est pour globalement pour la stratégie du pays. On va produire de l'électricité à partir du gaz bientôt, Inch'Allah. Donc ça, c'est le côté sectoriel. On revient à chaque fois, il y a les deux aspects, le côté sectoriel globalement, donc les Mauritaniens le connaissent et à travers les interventions des différents ministres. Mais pour notre programme en particulier, donc je vais être un peu plus précise. Ce qui a été visé en fait dans la prochaine période 2025-2026, c'est les centres urbains et les villes à l'intérieur du pays pour s'assurer en fait qu'on n'ait pas de coupure pendant l'hivernage. On est en train de faire le maximum pour faire toutes les extensions qu'il faut, tous les renforcements qu'il faut, les groupes électrogènes, le renforcement de centrales, etc., pour avoir de l'électricité, surtout pendant l'hivernage. Ça, c'est la première priorité. Pourquoi? Parce que pour l'électrification rurale, on est assez avancé. Donc, il y a pas mal de projets. Vous avez le projet BES, vous avez énormément de projets qui sont en cours pour l'électrification rurale. On parle de près de 168 localités qui sont en train d'être électrifiées. Donc, ça, c'est le premier volet, ce qui est en cours. On va accélérer ces choses-là. Parce qu'il y a des retards. Et donc, partout, il y a des retards. Et il y a des problèmes de paiement, etc. Donc, on est en train de solutionner toutes ces choses-là pour s'assurer que la Somelec et le ministère derrière aient les moyens, en fait, et de faire aboutir ces projets rapidement. Le deuxième volet, c'est ce dont je vous ai parlé, donc c'est le renforcement de notre capacité dans les villes. Et ça, c'est très important. Et donc, vous avez ces deux choses-là. Après, pour tout ce qui est solaire, l'idée, en fait, c'est de ne le faire que dans les zones isolées, dans un premier temps, parce qu'il y a des projets importants qui sont en train d'être réalisés. Vous avez la ligne Nouakchott-Zouérat qui est en train de se faire. Vous avez énormément vous avez la boucle Célibabi. Vous avez beaucoup de projets d'électrification des localités sur l'axe, etc. Donc ça, c'est en cours. Vous avez le projet 50 Moukata. Il y a pas mal de projets qui sont en cours. Et donc, l'idée, c'est de ne pas anticiper, de ne pas aller investir dans du solaire, dans des endroits où très bientôt, il va y avoir de l'électricité. Donc c'est un peu ça pour optimiser les ressources et pour ne pas faire de gaspillage. Mais globalement, on est sur une transition énergétique normalement, donc on est pro-solaire bien sûr, etc. Donc globalement, c'était ça l'approche pour la composante électricité. En résumé, il faut mettre du solaire quand il n'y a pas de réseau urbain. Quand on n'a pas un espoir, ça c'est dans ce programme. Mais globalement, pour la stratégie, pour le secteur, on est pour le mix énergétique et donc on est en faveur de tout ce qui est parc éolien, parc solaire, etc. D'accord. D'accord. Ça, je le dis par rapport aux investisseurs étrangers, par rapport à même les investisseurs mauritaniens. C'est très important de dire que le gouvernement a cette politique-là et qu'il soutient les énergies renouvelables et que c'est vraiment l'avenir et qu'on est tous en train d'encourager ça et d'aller en plus vers l'hydrogène vert, etc. Donc, c'est ça globalement la stratégie. Mais pour ce programme-là en particulier, on ne va pas aller mettre du solaire dans des endroits où on aura de l'électricité bientôt. Très bien. Monsieur Rakani. Alors, nous savons dans les doléances des citoyens, on en parle beaucoup de ce qu'on appelle les désenclavements. Alors, quelles régions seront ciblées dès 2025? Bon, le ciblage, donc en fait, il est difficile de répondre à cette question parce que, comme j'ai dit, le désenclavement est une problématique très complexe. Parce qu'il y a des situations où vous avez des localités qui sont enclavées, mais une question de le coût parfois ne justifie pas l'intervention. De sorte qu'il y a toujours des solutions globales. Donc il y a des régions, généralement c'est les régions agricoles, là où il y a la production. Donc il y a une priorité pour désenclaver parce qu'il y a l'activité économique. Là aussi où, par exemple, l'accès à l'eau pour le pâturage, pour l'élevage. Donc, et parfois aussi dans certaines zones où il y a la pauvreté. Donc le désenclavement s'impose pour permettre une meilleure communication, une meilleure circulation des biens et des personnes et pour faciliter. Donc c'est une demande récurrente et légitime des populations, car donc sur le plan économique, elle se justifie. Donc je crois que toutes les régions pour lesquelles, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas le nom des localités, mais le programme, lors des ateliers de planification, les missions de haut niveau ont été très attentives pour prendre cela en compte. Bien sûr, il y a le ministère aussi qui est en charge de ce volet-là, qui a aussi son mot à dire parce qu'il y a aussi une stratégie sectorielle
il y a aussi des contraintes de ressources et des priorités. Donc, alors, et c'est pour cela que, en plus des missions au niveau régional, il y a eu des missions dépêchées, des missions de terrain dépêchées par le ministère pour vraiment étudier dans les détails, pour le bien fondé recenser les zones les plus enclavées. Donc, ce n'était pas seulement les planifications régionales, mais aussi le ministère a été obligé d'envoyer. Donc, des données ont été croisées avec les critères, comme je l'ai dit, l'isolement géographique, la densité de la population, d'impact économique potentiel, et aussi parfois l'accès aux services essentiels. Parce que aussi parfois il faut désenclaver parce qu'il y a des services essentiels, par exemple il y a un hôpital ou un centre de santé, et donc il y a une localité qui n'est pas loin, mais il faut désenclaver. Donc ça se fait. Alors, il y a maintenant sur cette base 2 programmes. Le premier programme, il porte sur un montant de 664 millions MLU et qui sera lancé pour la période 2025-2026. Et le second programme de 922 millions pour la période 2027-2028. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quelle région, mais je peux dire la catégorie de régions. Alors, les zones prioritaires ciblées incluront notamment les régions rurales, comme je viens de le dire, à fort potentiel agricole ou pastoral, ainsi que les localités dont l'accès reste difficile, notamment en période hivernale, parce que ça, c'est un volet important. Et donc, voilà, il y a aussi pour la bonne exécution des travaux une planification détaillée, parce que c'est très complexe, une coordination entre les ministères concernés, donc l'équipement et les autorités aussi régionales, et puis l'implication des communautés locales, parce qu'elles sont les principales bénéficiaires. Donc l'objectif, c'est de faire du désenclavement un levier concret pour l'intégration territoriale et le développement local et l'amélioration du quotidien, mais dans les limites aussi des possibilités, parce qu'il y a, comme j'ai dit, une stratégie sectorielle, des priorités aussi nationales, des ressources aussi qui sont assez limitées, mais la priorité quand même est accordée à ce volet par le gouvernement. Machiba. Je pense que Mohamed Rami il a fait le tour de la question, on peut aller sur la suivante. D'accord. Parlons donc de l'agriculture et de l'élevage. Pour l'agriculture et l'élevage, donc ça c'est extrêmement important et c'est un peu une nouveauté parce que d'habitude quand on parle de services de base, très souvent on parle que de la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, on parle uniquement de ces indicateurs-là très souvent. Et là la nouveauté aujourd'hui c'est que ce qu'on veut c'est un développement local. Le développement local, d'accord, on doit avoir les services de base, les infrastructures pour les services de base, mais il faut aussi qu'on ait une activité économique. Et donc on doit profiter de l'avantage ou des avantages comparatifs que nous avons dans nos régions et des spécificités de chaque région. Vous avez des régions où vous avez énormément de pâturage et donc vous avez des régions où on a des terres arables où on peut cultiver. Et donc des fois, il manque uniquement certaines interventions, de petites interventions, un petit soutien par-ci par-là pour créer une activité économique locale. Donc c'est ça l'idée. La même chose, on a une stratégie pour l'agriculture. Vous avez vu ce qui s'est passé pour le maraîchage. Ce qu'on est en train de voir comme l'amélioration de l'autonomie de la Mauritanie, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'un développement local, d'une femme ou d'une coopérative qui a besoin d'un certain nombre de kilomètres de grillage pour pouvoir cultiver. On parle de barrages. Dans le programme, on a 35 barrages, 11 qui sont en cours et je pense 34 qui vont être construits dans le cadre de ce programme. Vous avez le confortement de digues et de diguettes. Donc ça aussi, vous avez tout ce qui est aménagement de périmètres maraîchers. Donc c'est vraiment des interventions très ciblées qui visent à améliorer en fait l'activité économique locale. Donc globalement c'est ça pour l'agriculture. Pour l'élevage, il y a 2 grandes rubriques d'intervention. C'est les parcs de vaccination qui sont extrêmement importants. Et le deuxième, ce sont les forages pastoraux. Parce que le pâturage a besoin de l'eau. Donc globalement c'est ça. Il faut bien mettre les choses dans leur contexte. C'est vraiment pour du développement local. Ce n'est pas l'activité du secteur de l'agriculture, ni l'activité du secteur de l'élevage en entier, mais c'est ce qui est ressorti des doléances des populations et qui, nous pensons, peut être mobilisé rapidement, réalisé rapidement et donner des résultats rapidement. Donc globalement, c'était ça pour ces 2. Si Mohamed Rami a quelque chose à rajouter. Non, je crois que vous avez été assez complète. Juste pour simplifier, je dirais que les interventions, comme il a dit, sont adaptées aux besoins spécificités aux besoins de chaque région. Donc on distingue les zones agricoles et les zones pastorales et en fonction des zones, donc les interventions vont être arrêtées. Donc il y a effectivement
les barrages, les digues pour les zones agricoles. Et voilà. Il y a aussi un volet qui est l'accompagnement aussi des producteurs. Ça aussi, bon, il y a ce volet formation aussi dans le programme. Il y a des centres de formation, etc. Enfin, il y a des besoins qui sont exprimés, pas des centres de formation, mais en tout cas, il ne suffit pas de faire les interventions, mais il faut les accompagner. Il faut accompagner les bénéficiaires en termes de formation, de sensibilisation et d'appui. Donc ça, c'est le travail que font les ministères concernés. Et je crois que ce programme va bénéficier de cet accompagnement. D'accord, très bien. Alors, parlons de la jeunesse, parce que je pense que le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikhel Ghazouani, en a beaucoup mis l'accent sur le volet jeunesse. Concernant l'employabilité, là, on voit que dans le programme, il y a plus de 24 000 jeunes qui seront formés, des prêts, des subventions, des start-up qui seront soutenus. Mais concrètement, comment seront choisis les bénéficiaires? C'est à moi la question, Mohamed? À vous deux. D'accord, donc pour moi je dirais que ce qui est nouveau en fait dans ce programme, c'est pas nouveau en fait, c'est ce que le secteur est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il se concentre sur deux choses. Et je pense que ce sont vraiment les deux choses qui nous manquaient pour avoir du résultat par rapport à toutes les interventions qu'on a pu faire par le passé. La première chose, c'est le profiling. Ce qu'ils appellent le profiling, c'est comment vous choisissez les bénéficiaires. Parce que vraiment, il y a quelque chose qu'on a toujours fait, c'est qu'on donne n'importe quoi à n'importe qui. Et ça ne donne pas de résultat. Tu ne peux pas obliger quelqu'un qui ne veut pas cultiver à cultiver. Tu ne peux pas obliger quelqu'un qui ne veut pas aller dans la mer pêcher à pêcher. Tu n'auras pas de résultat. Et donc, c'est ça la nouvelle idée qu'ils ont aujourd'hui, c'est de vraiment prendre des gens qui sont motivés, qui ont cette ambition-là, qui ont cette vocation-là, et d'essayer de les soutenir. Donc, c'est le profiling. Donc, on cible des gens en particulier. D'accord, il y a des critères, etc. Donc, il y a l'agence Técherie, il y a pas mal de programmes qui sont en cours. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais globalement, la nouveauté, c'est le profiling. La deuxième chose, c'est le suivi et l'accompagnement. Et ça, tout le monde le sait depuis très longtemps, mais on n'arrive pas à faire quelque chose d'efficace. C'est pour ça qu'on pense aux incubateurs, c'est pour ça qu'on pense à des solutions d'accompagnement plus rapprochées. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse a une plateforme numérique sur laquelle vous pouvez entrer. Et donc, vous allez, en fait, pour chaque région, avoir tous les bénéficiaires. Des fois, il y a leurs photos carrément. Donc, vous avez leur localisation, le montant qu'ils ont eu, quel projet ils ont fait, etc. Donc, on va éviter tout ce qui est financement fictif, tous les problèmes qu'on peut avoir. Ou peut-être, des fois, ce n'est pas des financements fictifs, mais c'est que la personne n'a pas pu aboutir son projet n'a pas pu réussir. La plateforme, c'est bien Técherie Je pense qu'elle a un autre nom, AMPE ou quelque chose comme ça. En tout cas, on pourra vous communiquer ça plus tard. Mais je pense qu'ils ont une nouvelle plateforme qui permet d'accéder à toutes ces informations-là. Et vraiment, c'est quelque chose à saluer parce que je pense que tout ce qui est entrepreneuriat, financement de projets pour les jeunes, soutien aux associations, etc., vraiment, la chose qui nous a toujours manqué, c'est cet accompagnement-là et ce suivi derrière, en plus, bien sûr, du profiling. Donc, globalement, pour la jeunesse, il y a énormément de choses. Il y a les infrastructures, on n'en a pas parlé. Il y a des infrastructures, il y a des maisons de jeunes qui vont être construites, réhabilitées. Vous avez des aires de jeu, des terrains. La jeunesse, on doit réussir à les convaincre de rester dans leur terroir. Le problème aujourd'hui, c'est que Nouakchott, on ne peut plus. On n'a plus les moyens, il n'y a plus assez d'infrastructures pour accueillir tout cet exode rural. Et donc, comment réussir à retenir les jeunes à l'intérieur du pays? Et pas seulement à l'intérieur, même, vous avez vu, on a maintenant des gens qui vont aux États-Unis, qui vont un peu partout. Donc, ces jeunes-là, il faut deux choses. Il faut qu'on ait de l'emploi, bien sûr. Et ça passe par la création d'emplois, par l'activité économique, etc. Et donc, il y a un soutien à pas mal de projets, surtout dans l'agriculture. On va leur donner des périmètres, ils vont être accompagnés, etc., mais aussi dans l'élevage et dans d'autres secteurs. Et vous avez la deuxième chose, c'est l'épanouissement des jeunes. Donc il faut qu'ils aient des aires de jeu, il faut qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent avoir des activités culturelles, sportives, etc. Donc le programme se concentre sur ces deux volets-là globalement. Je pense que Mahjouba a été complète, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Donc nous allons donc parler du financement justement. Parce que... Mohamed parle du financement, je vais parler du suivi. D'accord. Alors, Mohamed Lemine, le programme mobilise 26 milliards MRU. Alors, quelle est la part déjà disponible? Bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'un programme de cette ampleur et de cette importance, qui a fait l'objet de ce travail de préparation, de va-et-vient, de vérification, donc il est passé par les structures concernées, en l'occurrence le ministère de l'économie et des finances. Et donc, le fait qu'il y ait une présentation à considérer, donc il n'y a pas de souci par rapport au financement. Bon, le financement, en réalité, il va être une bonne partie sera supportée sur le budget État, une autre partie sur les financements extérieurs, mais également l'élément nouveau,
c'est aussi la rationalisation, c'est-à-dire une meilleure utilisation des ressources, une meilleure allocation de ces ressources aussi permet d'avoir de la marge, de sorte qu'on peut considérer que c'est temporaire. En termes de schéma de financement, il n'y a pas de souci. Donc la partie qui concerne l'exercice en cours, c'est dans le cadre de la loi des finances 2025, ou éventuellement une loi des finances rectificative qui pourrait venir, mais en tout cas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et pour le reste, donc, comme ce programme va s'insérer dans le programme d'investissement public, dont l'horizon est triennal, et donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, donc pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Par rapport au mécanisme de suivi. D'accord. Donc pour le mécanisme de suivi, je dirais qu'il va y avoir un arrêté du Premier ministre qui va être signé bientôt. Et donc globalement, le dispositif, je vais vous le détailler. Vous avez le comité interministériel qui est présidé par son Excellence le Premier ministre. Vous avez une commission technique avec un chargé de mission, de conseiller du Premier ministre et des points focaux des représentants de toutes les composantes, donc de tous les secteurs, éducation, santé, etc. Mais aussi des départements qui exécutent. Donc vous avez TASO qui s'ajoute, vous avez le ministère de l'Habitat qui exécute pour le compte de la santé et pour le compte de l'éducation. Donc ces gens-là sont avec nous. Vous avez le CSA également parce qu'il a des interventions qu'il fait aussi à l'intérieur du pays et qui concernent ces composantes-là. Donc ça, c'est la commission technique. Et d'ailleurs, cette commission technique travaille depuis le début sur ce programme. Donc c'est cette commission technique qui a vraiment élaboré le programme. La cellule au niveau de la primature qui est inclue dans cette commission technique, elle est présidée par le ministre délégué à la décentralisation et au développement local, et qu'on remercie d'ailleurs au passage pour tous les efforts qu'il a fait dans le cadre de ce travail. Et donc ensuite, vous allez avoir la nouveauté des commissions régionales. Ça, c'est extrêmement important. Je voudrais vraiment qu'on salue cette initiative parce qu'on va avoir un suivi très rapproché des bénéficiaires eux-mêmes. Et donc ces commissions régionales vont être présidées par le Wali lui-même. Vous avez la plus haute autorité à l'intérieur du pays qui suit. Vous avez tous les acteurs locaux, les élus, l'administration territoriale à l'intérieur du pays. Vous allez avoir la société civile, la jeunesse, les femmes. Enfin, ce sera quelque chose de très ouvert, très transparent. Et ce qui est nouveau, c'est que toutes les interventions qui vont être faites à l'intérieur du pays devront passer par cette commission-là. Donc, si vous êtes une entreprise, vous allez exécuter, par exemple, vous allez construire une école, il faudra qu'il y ait un aval, une sorte d'aval par cette commission-là. Mais ça ne sera pas bloquant, je le dis tout de suite, ça ne sera pas bloquant, ça ne pourra pas retarder, mais en tout cas, ça permettra de faire remonter l'information. Et ça, je pense que c'est très important pour les citoyens. Ça les rassure, en fait, pour dire que ce n'est pas de l'argent qui va être donné à des entreprises qui vont aller exécuter et puis on aura les retards qu'on a l'habitude d'avoir, on aura la qualité qui ne sera pas au rendez-vous, etc. Non, il y a des gens qui seront assis, qui vont regarder ça et des informations vont remonter au niveau de Nouakchott. Donc vous avez les commissions régionales et donc on aura des tableaux de bord qu'on va élaborer et qu'on soumettra au comité interministériel, peut-être à une fréquence mensuelle ou bimensuelle. En tout cas, c'est en train d'être mis en place. Donc le mécanisme de suivi, on a accordé une importance capitale à ce mécanisme-là parce que le président de la République a donné des instructions très fermes. Il est inacceptable qu'on ait des retards pour ce programme-là. Donc vous allez vous débrouiller. En tout cas, on ne veut pas de retard et on veut que la qualité soit au rendez-vous. Donc ça m'amène à parler un peu du secteur privé et de sa capacité à nous accompagner. Donc c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer. Effectivement, on a cette qualification des entreprises et classification qui est en train de se faire. Et donc, on va avoir normalement des entreprises qui seront capables. Mais aussi, j'aimerais vraiment passer ce message-là au secteur privé qu'on a besoin qu'il prouve que c'est un partenaire fiable, capable, et qu'on n'a pas besoin de recourir à des entreprises étrangères et qu'il est capable de faire à la fois le programme de Nouakchott qui est déjà lancé, mais aussi le programme de l'intérieur, en plus de tous les projets que nous avons aujourd'hui dans notre portefeuille. Donc ça, c'est un message très important. Le deuxième message, c'est pour les citoyens en eux-mêmes. Je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, ce programme soit un espoir, mais que pour que cet espoir-là se transforme en réalité, il faut qu'eux, ils nous accompagnent. Il faut qu'ils s'impliquent davantage, il faut qu'ils soient là avec nous au jour le jour, jusqu'à ce qu'on transforme ce programme du papier vers vraiment quelque chose de palpable et qui ait un impact sur leur vie de tous les jours. Donc ça, c'était mon deuxième message par rapport à ça. D'ailleurs, quand on parle de la population, à quel moment commenceront-ils à ressentir les premiers résultats concrets sur le terrain? Donc ça, c'est une question essentielle. Car donc, on sait que les populations attendent impatiemment des résultats visibles, qui soient concrets, rapides. Ça, on le comprend. C'est que déjà, il y a une partie du programme qui commence à se mettre en œuvre, qui est en cours. Donc ça, c'est un volet important. Donc ça va être visible très rapidement. Ensuite, il y a des activités
qui sont dans le programme, qui sont très faciles à mettre en œuvre, comme par exemple le programme pour les jeunes. Il y a un certain nombre d'activités qui vont avoir un impact immédiat. Donc, on va commencer à avoir des résultats à court terme dès 2025. Donc, on va avoir certainement l'ouverture de nouvelles classes ou des écoles. On va avoir aussi, en tout cas avec le dispositif qui est en place, on est en droit de s'attendre à ce qu'il y ait l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les localités. L'électrification rurale. Donc, c'est des projets aussi dont la mise en œuvre n'est pas très problématique. Donc, donc, à moyen terme, ça demande du temps. On va avoir des effets sur, par exemple, la réduction de l'isolement dans certaines régions, le renforcement de la couverture sanitaire, parce qu'on va avoir les structures qui vont commencer à donner des résultats. On est aussi en droit d'espérer que l'emploi aussi va s'améliorer. Donc, ça, c'est un programme dans sa conception. Et il est conçu pour produire des résultats rapidement. Donc, je pense qu'on est en droit d'être optimiste par rapport à un tel programme, la façon dont il a été préparé, la façon dont il va être exécuté, le suivi. Je pense que ça va avoir un effet rapide qui va être ressenti. Et je crois que si le dispositif, en tout cas en termes d'exécution, de suivi, est mis en place convenablement, je crois que l'impact va être aussi bien à court terme, les populations vont sentir, mais c'est à moyen terme une transformation structurelle dont j'ai parlé au tout début de l'émission. Je pense que la population est quand même très attentive et très, disons, très optimiste, parce qu'il y a de quoi à l'être. Mais vous savez, quand vous avez un programme qui est suivi par le président de la République et qui a aussi un dispositif institutionnel, un mécanisme supervisé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, plus les membres du gouvernement, plus un comité technique national, plus les comités au niveau régional, plus aussi le suivi citoyen qui va se faire, on a un droit d'être optimiste et d'avoir des... Bon, c'est vrai que parfois on est optimiste, on est dessus, mais moi je pense que ce programme, tel que nous l'avons abordé, discuté, présenté ce soir, c'est vraiment, il y a un espoir que les attentes des populations soient satisfaites. On espère. D'ailleurs, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Madame Mahjouba, si vous avez un dernier mot, une dernière phrase. D'accord, un dernier mot, je vais dire la même chose que j'ai dit pendant l'émission en arabe. Je pense que ce programme, c'est une promesse du président de la République. C'est un engagement du Premier ministre et du gouvernement pour les Mauritaniens, fait par des Mauritaniens. Et donc je pense qu'il est temps que nous ayons confiance en nos capacités internes, que ce soit au niveau de notre administration, au niveau de notre secteur privé, et que nous fassions les choses correctement pour sortir un peu de cette situation et espérer pouvoir avoir un développement local, puis un développement pour notre pays. Donc vraiment, c'est un message d'espoir, et je suis très confiante, et je pense que les choses iront dans le bon sens, Inch'Allah. J'espère. Michel Rani. Je suis dans les mêmes dispositions d'esprit que Mahjouba. Je crois qu'il y a lieu d'être optimiste. Et je crois que ce programme constitue un espoir. Et il y aura aussi la suite, parce que pour les années à venir, si la démarche et l'approche réussissent, donc ça va être une solution à beaucoup de nos problèmes de développement. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, sachez que nous sommes avec Mohamed Lemine Rakhani, qui est chargé de mission au Premier ministère, et Madame Mahjouba Habib, qui est conseillère également du Premier ministre chargé du suivi, évaluation. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Madame Mahjouba. Merci, Monsieur Mohamed Lemine Rakhani, pour vos éclairages et vos explications autour de ce programme prioritaire du développement local. Un programme qui, nous l'avons vu, touche à plusieurs dimensions essentielles. L'éducation, la santé, l'emploi, l'infrastructure, avec l'ambition de réduire les inégalités territoriales et de rapprocher les services des citoyens. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un autre numéro la semaine prochaine. Et prenez soin de vous.